Soirée Everest-Guérin-Chamonix avec Charlie Buffet, François Carrel, Bertrand Delapierre et Mathis Dumas pour Inoxtag. Parce que Mallory, c'est vraiment le personnage capital de cette exploration qui commence en 1921, donc 3 ans avant. Là, vous voyez la dernière étape, 1924, une expédition, c'est la 3e. Ils ont, en 1921, trouvé la voie d'accès vers la montagne. En 1922, ils sont déjà montés jusqu'à 8300 mètres d'altitude. Et là, ils vont essayer de pousser un petit peu plus loin avec des appareils à oxygène. Et voilà, c'est cette histoire qui est racontée là. Mais Mallory, et donc moi c'est ce que j'ai fait en reconstituant, en rassemblant tous ces écrits connus, Mallory, il raconte toutes les étapes de cette exploration. Parce qu'à partir de 1921, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas une journée où Mallory n'est pas devant, où c'est pas lui qui fait la trace, où c'est pas lui qui explore, c'est pas lui qui cherche la voie, c'est pas lui qui va devant. La dernière étape où, là on n'est pas sûr, c'est que le 4 juin 1924, Norton monte à 8572 mètres d'altitude, donc c'est le plus haut point atteint à l'époque. Et avant 1952, personne ne montera aussi haut, Tenzing et Raymond Lambert. Le lendemain, 4 jours après, Norton et Irvine montent et on ne sait pas s'ils ont été plus hauts. On est obligé de... Mallory et Irvine, oui. Mallory, et Irvine, j'y arrive pas. Voilà, et donc Mallory, ce que je trouve passionnant, c'est que pour cet épisode qu'on voit ici, c'est-à-dire que là, il raconte tout ce qu'on voit là. Mallory a encore eu le temps de le raconter. Notamment, il y a un épisode qui n'est pas très très clair où on parle d'un sauvetage. En fait, c'est 4 Sherpas qui sont restés bloqués au col Nord par une grosse chute de neige, qui sont restés bloqués pendant 4 jours, je crois. Donc, grosse inquiétude, parce qu'ils sont quand même à 7000. On ne sait pas encore très bien à l'époque ce que ça représente de passer 4 jours à 7000, alors qu'ils ont déjà des débuts de gelure pour l'un d'entre eux. Et donc, il faut absolument aller les sauver. Il faut aller les sauver en remontant cette facette du col Nord qui fait 300, peut-être un peu plus de 300 mètres de haut, qui est une face glaciaire assez raide, dans laquelle il y a eu 2 ans auparavant, en 1922, il y a eu une grosse avalanche, dans laquelle 7 Sherpas sont morts. Donc il y a la conscience du danger. Mallory a été emporté par une avalanche 2 ans avant, dans cette même pente. C'est lui qui a passé en tête, à un moment où vous voyez des échelles de corde dans une falaise de glace, c'est Mallory qui a fait le passage en tête, qui a ensuite posé l'embryon des cordes fixes en fait. Mallory sait donc qu'il y a des risques d'avalanche, que la phase est dangereuse parce qu'il y a une grosse chute de neige, mais il faut sauver les Sherpas, ça a du sens. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, c'est pas rien d'être revenus avec 7 Sherpas qui sont morts 2 ans avant, et il faut sauver ces 4 personnes bloquées là-haut. Mallory part devant, dans une neige assez profonde, et c'est lui, dans ce moment qu'on voit qu'on comprend pas bien, c'est lui qui va à la rencontre. Ils essayent d'installer une main courante, elle n'est pas assez longue, donc il y a un petit moment un peu dangereux, où il y a 2 Sherpas qui commencent à faire une glissade. Voilà, tout ça est raconté dans la dernière dépêche qu'il envoie depuis le camp de base. Donc il monte jusqu'au col Nord, il a le temps de redescendre dans un camp inférieur, écrire une dépêche. Et voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que dans ces 3 années d'exploration de l'Everest, où il y a vraiment le regard, notre regard occidental, donc est-ce que la science occidentale échoue ou pas, est-ce que notre regard, qu'est-ce qu'il a apporté, mais il est incarné par une personne et c'est Mallory qui l'incarne et qui le raconte extrêmement bien, avec des sensations intérieures, avec qu'est-ce que c'est que s'acclimater, qu'éprouver la très haute altitude pour la première fois. Il sait très bien qu'il faut s'acclimater en fait, c'est pas ils sont pas si naïfs que ça. Lui, il est très partisan de ne pas utiliser l'oxygène, il pense que c'est une sorte de dopage en 1922. En 1924, poussé par la pression de la réussite, parce qu'il sait que c'est la dernière chance, qu'il n'y arrivera pas le coup d'après, que ça coûte très cher ces grosses expés, il se laisse convaincre par Norton, qui est le chef d'expédition, qui lui ne veut surtout pas prendre d'oxygène. Norton fait sa tentative sans oxygène jusqu'à 8572 mètres, et Mallory accepte de prendre de l'oxygène avec Irvine. Voilà. Et voilà. Et tout ça, voilà. Il le raconte, et il le raconte extrêmement bien. Comment est-ce que il pense qu'on peut monter au sommet de l'Everest sans oxygène. Et ce sera prouvé, mais quelques années après. Longtemps après. Avant l'Everest, c'est qui Mallory ? C'est déjà
déjà un alpiniste extrêmement renommé, c'est aussi une figure du milieu culturel Alors anglais. c'est d'abord, et moi c'est ce qui m'intéresse comme éditeur, c'est d'abord quelqu'un qui se voit comme écrivain. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui est dans des milieux littéraires, qui est dans le groupe de Bloomsbury, qui est un groupe d'intello dans lequel il y a la fille du fameux Virginia Woolf. Quelqu'un va m'aider. La fille de Leslie Stephen. Merci. Stéphane, Qui est un grand alpiniste, donc, mais un milieu intellectuel. Et Mallory se voit vraiment comme un écrivain. Et le premier des textes, celui que j'ai placé en tête de ce livre, c'est un livre où il dit, qui est titré, un chapitre qui est titré « Alpiniste comme artiste ». Et il se voit profondément comme quelqu'un qui, en montagne, éprouve des émotions artistiques, veut les transmettre par l'écriture. Et profondément, à chaque étape de son exploration de l'Everest, mais quand il va faire le fameux Mallory, donc le Mallory, ou la Mallory, on dit la Mallory ou le Mallory? Je crois le. C'est... Quand on le descend, quand on monte et là, quand on descend à ski, non? La pente ou le sommet. Donc, Mallory a ouvert une voie dans le massif du Mont Blanc qui porte son nom. Il raconte cette ouverture. Alors là, vous serez peut-être un petit peu déçus parce qu'en fait, il passe très longtemps à raconter une voie dans les aiguilles où il se paume, il y a une recherche d'itinéraire, c'est du rocher, c'est très compliqué. Puis après, il dit, mais c'est dommage, on raconte beaucoup plus vite des courses de glace, mais qui sont très intéressantes, mais un peu monotones. Et là, il dit, je vais en fait, il faut que j'aille à Courmayeur. On va prendre le chemin le plus direct. Au lieu de remonter par la mer de glace qui est long, on va prendre la directe. Et donc, il ouvre cette face nord de la première voie ouverte dans la face nord de l'aiguille du Midi parce que c'est plus court que de faire le tour, quoi. Voilà. Et malheureusement, le récit, il est un peu succinct. C'est-à-dire que, oui, c'est monotone. Donc, pof, on monte. Et il passe beaucoup plus de temps à raconter qu'ils sont pris dans le mauvais temps à la sortie, qu'ils se perdent, qu'ils veulent descendre sur le Montanvert, qu'ils finissent au col du Géant et par redescendre à Courmayeur, puis enchaîner pour aller faire le Mont Blanc par le versant italien. Tout ça, il raconte en prenant beaucoup de temps, en accordant beaucoup de place à l'amitié, à ses sensations, à ce que c'est que l'accorder. Mais le Mallory, par contre, le récit de cette voie qui a laissé son nom, qui est vraiment sa trace dans le massif, malheureusement, le récit est un petit peu court. Tout le reste, c'est vraiment pour moi un modèle de ce que l'écriture peut apporter à la pratique, cette pratique de la montagne animée à de gens qui cherchent autre chose qu'un pur exploit sportif. Et alors, tout à l'heure, tu me disais une anecdote qui j'ai trouvé géniale. La première, en 1921, pour trouver la voie au départ, c'est pas la voie qui est utilisée maintenant. Il cherche une voie d'accès par le versant est de l'Everest. C'est là une vallée qui s'appelle la vallée de Karta. Cette vallée... En 21. En 21, première expé. Et là, c'est vraiment lui. Il y a un sommet, c'est le lac Pala, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle le premier col qui franchit. Bref. Mais c'est vraiment c'est lointain. Et en fait, c'est certainement que pendant qu'il a remonté cette vallée, ils ont été aperçus par un jeune garçon qui devait avoir une dizaine d'années et qui s'appelait Tenzing Norgay. Parce qu'il était de là, il est vraiment la vallée dont il est originaire, quoi. Donc et donc Mallory raconte la remontée de cette vallée de Karta qui est magnifique, qui est je crois qu'il y a des gens qui connaissent. Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais Christian, il la connaît. Oui. Je crois que c'est vraiment un lieu assez extraordinaire. Et donc il tombe sur un campement d'alpage, enfin je sais pas si on appelle ça des alpages. Les yaks sont à l'estive, en été, et oui, c'est en été parce que c'est juste avant la mousson, donc oui, avant la mousson. Et Ed Douglas, dont on a publié la biographie de Tenzing, raconte que Tenzing se trouve, qui est né pas très loin d'ailleurs, toujours dans une tente de nomade en été, se trouve très probablement dans une de ces tentes à ce moment-là. Et Tenzing avait été très marqué d'avoir croisé cette expédition. Donc probablement en 1921, puisque après il passe par une autre vallée. Et donc 1921, il doit avoir 8 ans. Et ce qui l'a marqué, c'est pas... Alors moi j'avais cru que c'était de voir des Occidentaux. Et en fait non, ce qui l'a marqué, c'est de voir des Sherpas avec leur attirail d'alpinistes. Et alors, je ne sais pas si vous les voyez dans leur tenue blanche, là, ils sont super chics, ils sont fiers. Les tigres, quand ils appelaient les tigres. Voilà, qui deviennent tigres quand ils passent l'altitude de 8000 mètres. C'est les Britanniques qui décernent ce titre de tigre.
Et Tenzing avait gardé la mémoire d'avoir vu ces Sherpas, et c'est ça le désir, la passion de Tenzing, qui est un vrai passionné de montagne, qui a envie de gravir cette montagne. C'est pas juste un porteur, beaucoup plus que ça. Et ben, elle naît à ce moment-là de cette rencontre avec les expéditions et de voir des Sherpas équipés. Et lui se dit un jour, je voudrais avoir mon équipement comme ça et ce statut extraordinaire, parce que c'est un petit gamin pauvre et qui n'a pas d'autre avenir que d'aller garder des yaks. Et son ambition, elle s'incarne dans ces désirs de gravir la montagne et d'avoir l'équipement pour et de pouvoir sortir de sa condition. Ça, c'est le bonheur de l'historien, de pouvoir comme ça créer des liens entre les destins. Alors, on a parlé de Mallory. Peut-être 2 mots sur ces expéditions. Pourquoi, enfin je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, mais pourquoi 1921 ? Pourquoi à ce moment-là commencent ces expéditions à l'Everest ? Parce que à l'époque, le Népal était fermé, donc pour accéder au camp de base par le nord, on fait tout le tour par le Sikkim, par Darjeeling, et c'est pour ça que c'est... Mais pourquoi c'est à ce moment-là qu'ont lieu ces premières tentatives ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que... La numéro 1, c'est que les quelques années qui précèdent étaient un peu occupées à autre chose. Il y a beaucoup de membres de ces expéditions qui ont été dans les tranchées. Mallory lui-même a été dans les tranchées. Un des textes de ce livre que je trouve assez troublant est écrit en 1916. Et en 1916, sur le front, Mallory raconte une ascension du Mont Blanc par la Kufner, le Mont Maudit et le Mont Blanc, depuis les tranchées. Et donc il raconte, non pas en direct, comme il le fera beaucoup plus proche après des faits, quand il va à l'Everest. Et donc pour son dernier texte en 24, il raconte presque en direct. C'est quelque chose qu'il a vécu dans les jours qui précèdent. Mais là, il fait l'effort, et c'est proustien, je trouve, de se demander qu'est-ce que c'est que le souvenir que j'ai d'une expédition que j'ai faite en 1911. Qu'est-ce qui m'en reste finalement ? Est-ce que l'homme que je suis en 1916 dans les tranchées peut se reconstituer le souvenir, les sensations de l'homme que j'étais il y a 5 ans et qui a vécu cette aventure ? Qu'est-ce que j'en retiens ? Qu'est-ce qui m'en reste ? Donc la guerre a été une étape évidemment importante qui a empêché qu'il y ait d'autres expéditions avant. Il y a eu quelques expéditions avant-guerre. Pour moi, une des premières majeures, c'est au K2 en 1902, au Kanch en 1905, et l'Everest, à ma connaissance, rien avant 21, puisque le Tibet est complètement fermé, le Népal aussi, donc pas de possibilité d'approcher cette montagne. Il y a dans le livre, j'ai tenu à mettre... Mallory prenait des photos. Alors je vous ai signalé tout à l'heure le plan où on voit Mallory qui porte son fameux appareil, qui est la clé de l'énigme. Si vous avez trouvé un Kodak Vestpocket, machin, chez un antiquaire, regardez s'il n'y a pas un film, il y aura peut-être la photo du sommet, blablabla. Il y a eu plein d'histoires là-dessus. Donc ce fameux appareil que Mallory porte quand il part vers le sommet, c'est un petit Kodak soufflet, donc on le voit porter, je trouve ça incroyable, moi. Et on fantasme beaucoup sur l'image qu'il pourrait y avoir dedans. Est-ce que Mallory a pris machin ? Mais ce que je trouve génial, c'est que Mallory, il a pris des photos, il a pris plein de photos. Il prend des photos surtout en 21 quand il découvre l'Everest, parce qu'il veut partager ce qu'il voit et partager ces paysages incroyables. Et donc entre autres, il fait, vous regarderez à l'occasion, mais quand le paysage est trop grand, il prend plusieurs photos parce que ça rentre pas dans son cadre. Et je les ai rassemblées, j'ai retrouvé comment elles se recollaient pour montrer cet étonnement devant l'ampleur du paysage. Mais donc Mallory prend des très belles photos pour partager ce qu'il découvre, ce paysage qu'il découvre. Et Mallory, qui se disait toujours, et je crois qu'il l'était très maladroit, raconte que lors des premières explorations où ils partent vers le glacier de Rongbuk, ils n'ont pas encore trouvé ce petit détour qui permet de passer par Rongbuk Est et d'arriver sur le bon versant du col Nord. Là, ils sont du côté Rongbuk et il prend des photos. Il arrive au camp de base et là, on lui dit « Non, tes photos, tu t'es trompé de sens quand tu as mis les plaques. » Et donc, il raconte qu'il est obligé de remonter. Alors qu'il pensait s'accorder quelques jours tranquilles de redescendre vers la vallée de Karta en batifolant un peu dans les prés, là il est obligé de remonter en altitude pour aller refaire ses photos qu'il a ratées parce que la plaque... Et ça, à l'époque, c'est pas le petit Kodak tout léger, c'est qu'il part avec un gros appareil à plaque de verre
qui est très lourd, qui fait porter par un Sherpa. Et donc il a eu du déchet, et parce que Mallory a ce côté assez marrant de se présenter toujours comme maladroit. Mallory maladroit. Voilà. Et il n'était pas que maladroit, mais, et ce qui est intéressant, mais distrait et maladroit. C'était sa réputation. Et c'est pour ça qu'il a choisi Irving, qui lui était très adroit au contraire, qui était un mécanicien hors pair. Donc pour les appareils d'oxygène, il fallait les réparer en montagne, c'était bien d'avoir un bon technicien. Et vous avez vu, après je vous laisse la parole aux autres, mais le petit geste que je trouve génial, quand ils sont en train de poser devant la tente, Mallory au début... non, je dis une bêtise, c'est pas Irvine qui est à son côté. Non, il donne un petit coup de coude à son copain pour lui dire pousse-toi, dis donc. Et il a cette façon de se mettre devant avec son côté dandy. Enfin, je trouve ça formidable. Oui, ce plan, il est magnifique. Sur lui, c'est génial. Et alors, c'est intéressant, c'est les photos. Donc, effectivement, on comprend qu'il fait des photos un peu pour documenter la suite de l'exploration. Mais quand on voit ce film, qui a quand même été... Bon, là, il a été restauré, mais il était comme ça, en 1924. Il avait cette poésie, il avait ce mysticisme. Et c'est pas de la documentation, là, c'est une création. Et qui va au-delà du simple récit par l'image. Il y a quelque chose de très profond, et puis, effectivement, même d'assez surprenant dans la conclusion du film. Je trouve que c'est un texte magnifique. Et le texte des cartons, je trouve effectivement fascinant. Cette façon de mettre les pieds dans le plat, de poser toutes les questions. Alors évidemment, avec les préjugés de l'époque, moi j'ai un peu dégluti quand j'ai vu les villages qui puent, et heureusement la pureté là-haut, parce que ça c'est des clichés qu'on la vie dure, hein, quand même. Allons chercher la pureté là-haut, parce que ça sent mauvais en bas. Donc il y a ces préjugés de l'époque, mais je trouve que la façon dont il accepte... de donner la parole au lama à la fin et de dire oui, peut-être que finalement il faut écouter que leur truc c'est sacré là, et que c'est pas pour nous, que c'est pas pour notre science. Je trouve qu'il y a un questionnement qui est je sais pas si on entend encore beaucoup ça aujourd'hui. Enfin, je pense que dans les cohortes ça fait peut-être une transition, non Une transition vers François. Alors François Carrel, qui est donc journaliste, écrivain, excuse-moi, je t'emprunte, et qui a donc sorti cette année ce livre qui a déjà pas mal fait parler de lui, parce qu'il évoque ce qui est devenu justement, en particulier, l'Himalaya globalement, les 8000 en particulier, et l'Everest plus précisément. Et alors, ce sera un peu l'objet de la deuxième partie de la table ronde, après la projection de quelques minutes, je vais vous en parler. Mais déjà, peut-être, moi j'aimerais bien avoir ton avis, François, t'es un montagnard, ça fait aussi des décennies que tu cours la montagne, tu as fait beaucoup d'expés, notamment au Pakistan. Quelques-unes, pas beaucoup. Ouais, t'en as fait quelques-unes quand même. Bref, c'est qui pour toi, Mallory ? C'était qui pour toi quand dans ton imaginaire de Moi, c'est un petit peu comme Bertrand. J'ai pas eu cette fascination pour les héros de la découverte. Mon héros, il s'appelait Pierre Bégin. C'était ceux qui couraient les montagnes dans les années 70-80. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, et ce qui a été le point de départ de ce livre, de cet essai journalistique, qui est pas, je suis pas un acteur de l'humanisme, je suis un observateur, c'est la nouvelle place qu'ont pris les Sherpas. Et là, je suis très touché par cette photo prise par Mallory en 21. C'est peut-être le premier cours d'alpinisme donné par un occidental à des Sherpas. Donc on voit Guy Belloc expliquant le maniement de la corde au Sherpa. La photo est très forte, et Mallory commente « Les coulis étaient des élèves appliqués, et nous avons senti qu'avec de la pratique sur le glacier, les meilleurs d'entre eux deviendront des alpinistes fidèles. » Des alpinistes fiables. Il se trouve que les arrière-petits-fils de ces hommes-là sont aujourd'hui ceux qui règnent sur l'Everest, sur les 8000, et pas seulement au Népal, mais aussi au Pakistan. C'est d'abord de ça dont il est question dans mon livre Himalaya Business. Et voilà, il y a 100 ans exactement, après cette première prise en main de la corde, alors c'était pas des crampons, c'était des raquettes, aujourd'hui il y a une génération de Sherpas qui a pris totalement possession du business, de l'activité sur ces sommets de 8000, et qui
pousse les feux de la technique bien plus loin que les guides occidentaux ont pu le faire à la création des expéditions commerciales dans les années 90. Certains sont là avec nous ce soir, comme Claude. Et donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les héros du siècle dernier ne sont plus les héros d'aujourd'hui. Il y a voilà, toute cette génération de Sherpas, ils sont 2000, 3000, on ne sait pas exactement. Ils ne sont pas tous Sherpas d'ailleurs, il y a des gens aussi qui viennent d'autres régions du Népal, mais ils écrivent une histoire aujourd'hui complètement différente et on a vraiment changé de siècle. Donc c'est effectivement toute la magie, tout le mysticisme et toute la poésie et l'émotion qu'on peut ressentir là, me semble-t-il, ont largement, voire totalement disparu de ce que sont devenus les 8000 aujourd'hui. Juste sur les Sherpas, je trouve que là encore, le petit plan où on les voit poser dans leur tenue, leur combinaison d'altitude blanche, je trouve qu'il y a une fierté dans la position et que là, j'imagine que entre 1921, où c'est vraiment une des toutes premières, c'est des Sherpas comme il n'y a pas eu d'expé pendant la guerre, je pense que c'est des tout jeunes qui font leur première expé. Voilà. Et en 24, ils ont... parce qu'évidemment on les recrute d'une année sur l'autre, ils sont inscrits, il y a des listes et ça commence à devenir des pros quoi. Et on sent que quelque chose s'est amorcé. Voilà. Alors eux étaient déjà sans doute très fiers à cette époque-là, mais le regard occidental était sur eux bien éloignés du respect. Ils étaient un peu considérés avec beaucoup de condescendance et beaucoup de paternalisme. Et effectivement, la génération qui aujourd'hui a pris le contrôle sur les sommets himalayens, elle est effectivement toujours très très fière, mais par contre, il n'y a plus du tout. Il y a un rapport d'égalité, ou en tout cas un rapport de confiance en eux qui est incomparable. Il a fallu un siècle pour ça. Ce qui est intéressant pour finir sur cette boucle sur un siècle, c'est que les patrons des principales agences népalaises les plus puissantes, je pense à Seven Summit Treks ou à 8K qui est en train de monter très fort, les patrons de ces agences sont des Sherpas qui ont fait 10, 15, 20, 25 fois les 8000. Les patrons, les deux fondateurs de la plus grosse agence leader ont été les premiers Népalais à avoir gravi les 14 8000. Donc ce sont vraiment des gens qui ont donné toute leur vie et qui sont des ultra spécialistes de cette très haute altitude. Et voilà, c'est une histoire qui s'est écrite en l'espace d'un siècle. C'est allé très vite par rapport à l'histoire des Alpes et l'histoire des guides français et ça va de plus en plus vite et la dernière décennie a été vraiment a connu beaucoup de bouleversements et ça continue et chaque saison, chaque année qui passe depuis une dizaine d'années voit les évolutions s'accélérer. C'est assez fascinant à observer et on ne sait pas très bien d'ailleurs vers quoi on va. Certains ont des craintes ou des espoirs ou des analyses, mais l'histoire est toujours là. Et certes, le mythe de ces conquérants, de ces explorateurs est très fort, mais ce qui se passe aujourd'hui sur ces montagnes est, à mon avis, tout aussi fort et continue d'ailleurs à passionner. Il n'est que besoin de voir que juste en préparant cette table ronde, on a appris qu'il y avait un article dans le Guardian paru aujourd'hui, donc un quotidien britannique, qui avait un scoop sur le corps de Mallory. En fait, Charlie, qui connaît le dossier par cœur, a vite regardé. Bon, c'est du flan, comme d'habitude, mais ça continue à faire les gros titres des journaux. Et puis... Le scoop dont vous entendrez peut-être parler, c'est que le corps de Mallory a disparu. On a sauté une étape. Le corps de Mallory a été retrouvé. Tout le monde est au courant. C'est un peu ça. Parce que c'était pas dit là. Mais donc, le corps de Mallory a été retrouvé à 8300 mètres d'altitude. Le Konrad Anker et ses compagnons qui ont retrouvé le corps ont mis des cailloux dessus pour qu'on le laisse tranquille. Et le scoop du Guardian, c'est que le corps a disparu. Donc c'est juste
Marc Sinaud, je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais moi je ne le connais pas personnellement, mais je crois que c'est lui qui déjà il y a quelques années avait annoncé que le corps d'Irvine avait été volé par les Chinois et emmené à Lhasa, et qui là annonce que le corps de Mallory a disparu parce qu'il a envoyé un drone au-dessus et qu'il ne l'a pas vu. Voilà, donc je vous laisse juger si c'est fiable ou pas. Moi, ça me semble un petit peu un effet pour profiter du centenaire, comme on le fait ce soir d'ailleurs. Oui, en 1999, le corps de Mallory a été retrouvé, et il y a 2 ans au Chamonix Film Festival, Konrad Anker était là, et en fait on avait fait une projection du dessin animé Le Sommet des Dieux, et après cette projection, parce que quand même le point de départ c'est le mystère Mallory Irvine, Le Sommet des Dieux, et après la projection, Konrad est venu faire une petite conférence où il nous a projeté des photos, parce qu'il n'a pas fait que retrouver le corps de Mallory, il a après vraiment mené une enquête en se disant, est-ce qu'un homme habillé, équipé, avec le matériel de l'époque, les connaissances de l'époque, était capable de franchir le deuxième ressaut? C'était vraiment son questionnement. Donc il y est allé, et il nous a montré des photos, alors lui il dit c'est du CISA. C'est ça, lui il pense que c'est pas possible. Il ne faut pas le dire, il faut laisser le mystère. Mais alors voilà. Bref, fermons la parenthèse. Avant justement de passer, de voir le petit extrait du film de Bertrand et de passer à la deuxième partie où on va parler plus d'aujourd'hui et de ce qui se passe aujourd'hui sur l'Everest et sur les autres 8000, j'aimerais bien vous poser la question, l'un après l'autre. François, alors Mallory et Irvine, ils sont allés au sommet ou pas? Sommet ou pas sommet? Non, moi je me prononcerai pas. Non, moi j'en doute, personnellement. Charlie? Moi, je veux surtout pas savoir. J'espère que je ne saurai jamais. Et si quelqu'un le sait, je dirais qu'il se trompe. Non, j'adore ce mystère. Rien n'est plus beau que ce mystère. Si on avait eu la preuve qu'ils n'ont pas été au sommet, je pense que cette expé serait oublié depuis longtemps, et s'ils avaient été au sommet, on en aurait parlé autrement. Et on en aurait parlé, moi, ce qui m'a animé aussi quand j'ai rassemblé ces textes, c'est l'idée que j'adore la façon dont, profondément, je suis amoureux de la façon dont Mallory parle de la montagne, ça me touche, c'est beau, c'est écrit, et je me dis, mais merde, si ça avait pu être lui qui racontait, ça aurait été quand même un beau texte. Hein. C'est sûr, ça aurait été une... Et Bertrand? Non, toi pas, tu... Moi, je suis sceptique, mais bon, après, c'est comme disent mes collègues, hein, c'est bien de un peu fantasmer sur ce qui a pu se passer, quoi, en fait. Mais après, c'est sûr que ça changerait pas mal, notamment la suite des Français et autres, hein, donc... mais ouais, après, il faut pouvoir faire le sommet et de redescendre, c'est encore un autre chantier. J'ai eu la chance de faire une interview un jour avec monsieur Hilary, Edmund Hillary, et en 95, et lui poser la question. Et en fait, je pense qu'on avait dû lui poser à peu près 800 fois cette question auparavant. Si vous avez trouvé des traces, quelque chose, et il a répondu, mais tant mieux pour eux, mais malheureusement ils sont morts, et personne ne peut revendiquer l'ascension d'une montagne s'il n'en est pas descendu vivant. C'était sa réponse. Voilà. C'était la réponse d'Hillary. Donc pour lui, ça ne changeait rien. Ce qui est sûr, c'est que si on est encore un siècle après toujours autant fasciné par ce sommet, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le drame de 1924 qui est le premier drame et la première et qui crée un monde fantastique autour de l'Everest et qui sera entretenu soigneusement par la succession de tragédies qui suivront sur les 8000. Mais voilà, s'il y a toujours un tel engouement aujourd'hui autour de ces sommets, c'est sans doute aussi en bonne partie le fruit de cette aventure-là et de ce mystère-là et de quelques autres. Je vais simplement vous raconter les 3 semaines, quelques faits sur les 3 semaines de la saison 2024 de l'Everest cette année. L'Icefall était particulièrement difficile à équiper, donc il y a eu du retard. Donc les autorités ont finalement totalement lâché l'autorisation aux agences népalaises qui sont totalement maîtres de l'équipement de la montagne. Donc tout le matériel d'équipement des camps d'altitude, toutes les cordes fixes, les centaines, les milliers de cylindres d'oxygène ont tous été montés en haut de la combe ouest par hélicoptère ou par drone. Ça nous met début mai. Autour du 6 ou 7 mai, les Sherpas spécialisés qui sont désignés chaque année par l'organisation des opérateurs népalais et qui ont donc le rôle de fixer la montagne jusqu'en haut, réussissent donc à fixer, je crois, le 5 ou le 6 mai.
Le 8 mai, il y a un groupe de 30 personnes qui arrivent au sommet. C'est le top du top. C'est l'équipe de Tendy Sherpa, Tag Nepal, qui est prestataire pour Climbing the Seven Summit de McAmill américain. 8 clients, tous américains, 16 Sherpas, parmi les meilleurs, dont un certain nombre de Sherpas diplômés, un certain nombre des très rares Sherpas diplômés de USGM, et 2 guides occidentaux. Et ils réussissent le sommet 2 jours après donc l'équipe de Sherpa qui a équipé le sommet. Ils vont redescendre très vite, tout ça n'aura duré que 4-5 jours. Et puis pour tout le monde, après le gâteau du camp de base, c'est le retour en hélico directement à l'hôtel de luxe à Katmandou. Pour l'expédition Climbing the Seven Summit, ils doivent être à 85 000 $, je crois, quelque chose comme ça. Chacun. Sans compter l'aérien et le matériel. Mais voilà. Et bien sûr, excusez-moi, oxygène pris traditionnellement à partir du mur du Lhotse, un peu avant 7000 mètres, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est une machine parfaitement huilée. Mais vraiment une machine. C'est pour ça que, avec l'aide des grands observateurs de ce milieu, dont certains sont là, François ou Christian ou d'autres, j'estime qu'on est entré dans une ère industrielle. C'est-à-dire que c'est paroxystique à l'Everest, mais c'est en train petit à petit de gagner sur les autres sommets du 8000 avec les mêmes méthodes, avec le même débauche de matériel et la même organisation logistique parfaitement huilée, qui permet... alors, Climbing the Seven Summit, ils ont 100% de réussite. Tous leurs clients vont au sommet. La moyenne à l'Everest, je ne sais pas cette année, mais l'année dernière, c'était 71% de réussite pour les clients. On a en gros, depuis 10 ans, quand je vous parlais d'accélération, vraiment cette puissance logistique et commerciale des agences népalaises, elle explose vraiment à partir de 2016, donc c'est vraiment la dernière décennie. Et depuis 10 ans, on a à peu près invariablement entre 600 et 900 personnes au sommet de l'Everest, et puis on commence à avoir des 200, 300 personnes au K2, 200, 300 personnes au Manaslu, etc. Je peux te couper une seconde parce que, en tant qu'éditeur, François est en train de faire la mise à jour du livre. Tout le début de l'argumentaire, il est dans le livre que tu as publié, qu'on a publié il y a un mois maintenant, un peu plus, hein, et c'est très argumenté. Donc la dernière saison, finalement, elle est un peu annoncée en germe. Ouais. C'est pas des tendances complètement nouvelles et qui tombent du ciel. Non. C'est l'apothéose de tout ce que tu décris dans... Voilà. Je veux juste préciser que c'est très bien raconté dans le livre de François. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système est parfaitement rodé, sauf que la plupart des cadres de ce système-là, tous ces milliers, ces centaines de Sherpas ultra spécialisés qui sont parfaitement au point, qui savent surveiller leurs clients. Donc la moyenne, c'est 1,5 Sherpa aujourd'hui à l'Everest par client. Au K2, c'est 2, un peu plus de 2, je crois, François, il me semble, en tout cas les derniers chiffres. Donc ils sont parfaitement au point, ils savent parfaitement quand leur client aura besoin de l'oxygène, ils savent parfaitement comment l'accompagner. C'est Ulysse qui accompagnait François au Nanga Parbat, qui me racontait qu'il n'a même pas compris à un moment, le Sherpa qui l'accompagnait lui a mis le masque exactement au bon moment, sous le sommet du Nanga Parbat, exactement au bon moment, et il a su, et voilà, ils ont vraiment un métier d'accompagnement parfait, sauf que le jour où quelque chose se passe, le jour où il y a un pépin, le jour où, comme on l'a vécu avec Christian K2 en 2008, les Serra arrachent les cordes fixes,
Là, on est sur quelque chose d'extrêmement problématique, puisque en fait, sorti de la logistique parfaitement huilée, la plupart des Sherpas, des climbing Sherpas, ne vont pas avoir les compétences ou le savoir-faire pour gérer une situation extrême. Donc on pense par exemple à l'été 2023 aux 3 heures qu'ont passé un groupe de 60 personnes sous les séracs du Bottleneck au K2 parce qu'il y avait un porteur pakistanais qui était en train de mourir et qu'ils étaient tous bloqués, qu'ils étaient incapables de se dérouter des quelques mètres qu'il aurait fallu pour contourner ce gars en train d'agoniser. Donc ils sont restés là pendant des heures. Il y aurait pu avoir ce jour-là 80 morts. On le sait, ces séracs du Bottleneck, ils sont terriblement dangereux. Le jour où on l'a vu au Manaslu, pardon. Il aurait pu en avoir 0, peut-être. Et il aurait pu en avoir 0. Autre problème, c'est-à-dire que ces Sherpas ne sont pas forcément capables de gérer. Ils ont un rapport à la nivologie, au risque d'avalanche qui est particulièrement problématique, y compris les meilleurs d'entre eux, puisque celui qui accompagnait Christine Arila, qui a fait les 14 8000 clientes 2023, les 14 8000 en 92 jours. 1 8000 tous les 6 jours. Elle a fait le Kili, le Lobuche, un truc comme ça, et puis elle est entrée dans la danse, et avec la surpuissance des agences népalaises et l'expertise parfaite de cette industrie, elle a fait les 14 8000 en 92 jours. Eh bien, le Sherpa qui l'a accompagné pas à pas, qui l'a guidé, qui l'a accompagné, qui lui a permis de réaliser cet exploit. Il meurt quelques semaines plus tard avec une autre cliente américaine sur le point de réaliser les 14 8000 dans des conditions nivologiques décrites par les spécialistes comme absolument cataclysmiques, et moins d'une heure après une autre avalanche qui avait déjà tué une autre. Voilà. Donc il y a tout un contexte sécuritaire particulièrement problématique qui inquiète beaucoup. Notamment, on en a beaucoup parlé avec Christian Tramsdorff et avec un certain nombre de guides responsables de la formation. Il y a un problème de ce qu'on va chercher aussi. On parlait d'imagination, on parle de contemplation, on parle de mystère. Ce qui ressort de ces ascensions n'est de moins en moins de l'ordre du monde intérieur ou du rêve voilà, on est dans la performance, on va accomplir quelque chose qui vous rendra grand aux yeux de la société, un rêve personnel peut-être, mais c'est pas ce qui ressort du récit, puisque le récit il est consubstantiel, hein, on a les images, on a les photos de 1924, aujourd'hui on a la vidéo, on a les images, et voilà, l'image forte de 2024, c'est, je sais même pas de quelle nationalité il est, moi ça m'intéresse pas, mais c'est un gars qui fait le first backflip on the top of Everest. Donc il prend le LOX, on le voit bien sur les images, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, il sniffe un bon coup et hop, il fait un saut pair arrière. C'est le roi des réseaux. Il a fait Alors, encore une fois, je porte pas de jugement, mais moi en alpiniste, en amoureux de la montagne, et peut-être en vieux con, je trouve ça terriblement triste et un petit peu désespérant en fait. Donc, oui, mais c'est plus. Elle pose la bonne question. Est-ce qu'il faut continuer à mettre 1000 personnes, bientôt 1500 personnes, parce que les patrons d'agence ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on va y arriver, on va mettre plusieurs lignes de cordes fixes à Hillary pour qu'il y ait une ligne de montée, une ligne de descente, ça a déjà un peu commencé. Ils vont trouver des solutions. Le business, c'est encore, il y a de la place encore, ils vont continuer. Jusqu'où on va? Et la question que je veux poser dans ce bouquin, et voilà, je prends juste un tout petit peu parti à la fin dans le chapitre, c'est dire vers quoi on va, à quoi ça rime, et est-ce qu'il faut continuer à... Moi, ça me fait plus rêver les 8000. Après ce boulot-là, j'aurais préféré ne jamais le faire en fait. Mais bon, j'avais déjà pris une bonne baffe en 2008 en découvrant les gens. C'était pas encore du commercial, mais c'était déjà des spécialistes des 8000 qui n'avaient pas vraiment un vécu d'alpiniste, et c'était déjà assez triste. Mais là, pour moi, le mythe est en train d'être étouffé. Alors il y a encore une admiration énorme de la société, ces médias, pour ceux qui vont là-haut.
alors qu'ils ont vécu quelque chose de fort, de personnel, je le conçois, mais qu'on continue à considérer ça, le mot exploit continue à être utilisé de manière systématique. Et là, c'est rigolo, même des gens avec qui je fais des interviews, qui ont lu mon livre, qui continuent à décrire ça comme un exploit. Le mot est consubstantiel. 8000, Everest égale exploit. Non, c'est une aventure humaine, un voyage. Ceux qui l'ont fait pourront mieux en parler que moi, parce que moi, j'ai jamais dépassé 7005. Mais... Non, mais il faut continuer à dire que c'est pas forcément des exploits. Il faut continuer à faire le travail de décryptage que tu as fait. Moi, j'ai écrit depuis dans la presse généraliste et puis des bouquins. Je crois que j'ai jamais, très exceptionnellement écrit ils ont conquis un sommet ou vaincu un sommet. Je crois que j'ai jamais, mais vous continuez à entendre tous les jours des journalistes à la télé qui disent il y a eu combien qui ont conquis l'Everest cette année. Voilà, mais je pense que ça n'empêche qu'il faut continuer à faire ça. Et ça nous vient ça nous vient de là, hein. Ça nous vient de là, hein, cette image et cette puissance de la projection. Et c'est pas seulement un problème médiatique. Les médias ne sont que la réflexion de la société. Je le pense vraiment fondamentalement. C'est pas les journalistes qui créent cette fascination du public pour les 8000. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est posé déjà en 24. Le lama dit vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas y aller parce que c'est un endroit, les dieux ne veulent pas de vous. Et à la fin, c'est une défaite de la science et il y a des conquérants. Je trouve que c'est une tension entre cette volonté de conquête très occidentale et puis une autre vision peut-être un peu plus spirituelle ou un peu moins brutale, mais on ne va pas la trancher ici, je pense. Il y a un formidable consensus de la société autour du fait que l'Everest c'est un absolu tangible, mesurable, indépassable, et c'est peut-être le seul en termes de géographie. Bon, le pôle Nord, vous savez que vous êtes au pôle Nord, votre GPS vous fait titit, vous êtes au pôle Nord, mais vous n'êtes pas sur un sommet pointu. Pôle Sud, pareil. Mais l'Everest ne peut pas être plus haut. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de... C'est d'abord une ligne sur un CV ou une mention sur une carte de visite, l'ascension de l'Everest aujourd'hui. C'est plus une affaire d'alpinisme. Je ne sais pas s'il faut arranger ou pas. Mais moi, je voulais quand même poser une question à Bertrand, qui lui y était l'an dernier. Et moi, j'aimerais bien savoir l'année dernière ce que tu as vu au camp de base. Parce que tu étais en pleine saison, tu étais avec Kylian. Bon, Kylian, après, s'est échappé sur l'arrêt ouest pour faire sa tentative. Mais c'était comment l'Everest l'année dernière, quand on était dedans? En fait, nous, on logeait pas au camp de base, en fait. Parce que Kylian, il est quand même assez connu. Et sinon, dès qu'il est au camp de base, tout le monde lui saute dessus. Enfin, tout le monde. Les gens qui le connaissent, hein, tout le monde ne le connaît pas forcément. Et donc, on logeait au bout de la vallée, en fait. Voilà. Bref, à Perice. Et du coup, après, c'est un peu ce que décrit... ce qui est décrit dans le bouquin, en fait. Mais... après... C'est difficile de dire, nous on est assez contents d'y aller, bon bien sûr après les moyens, mais après c'est pas évident nous on a, enfin je dirais nous alpinistes entre guillemets, on a les moyens d'y aller avec des moyens différents. Voilà, après eux s'ils ont envie de le faire, c'est difficile moi je trouve que c'est difficile de prendre parti en fait. Après voilà, c'est peut-être la version un tout petit peu bouddhiste du truc, mais en tout cas ce qui est marrant, j'ai deux anecdotes, c'est que c'est surtout le fait que tout le monde suit en fait la même trace en fait, et que nous pour faire des images on sort de la trace en fait pour prendre un peu de recul je dirais, et mettre en contexte les choses, et comme la plupart du temps je me faisais enguirlander par des personnes en disant mais t'es pas du tout sur la ligne de corde fixe en fait. Ouais. Et la deuxième anecdote, c'est que avant que Kylian parte sur l'arrêt ouest, on est monté un peu vers le col ouest où était passé à l'époque Hornbein. Et donc on était à deux là, on a fait quelques heures par là-haut. Et les gens en revenant au camp 2 en fait, se demandaient si on s'était perdu en fait. Parce qu'on n'était pas sur la voie normale en fait. Et après le jour où Kylian est parti tout seul, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il va faire là-haut quoi en fait. Alors que c'est super large l'Everest, tu pourrais encore ouvrir des voies en fait si tu veux. Donc, mais il y a un sillon qui est tracé et on suit ça quoi en fait. Voilà. Et moi je trouve ça super intéressant parce que cette image
que j'ai trouvé incroyable, c'est-à-dire la file indienne parfaite. Moi, je me la suis expliqué bêtement en me disant, il y a une corde fixe, tout le monde est attaché à la corde fixe, mais il faut aussi une police, quoi. Il faut quelqu'un qui dit, oulala, toi, t'es pas dessus. C'est ça ? Oui, c'est ça, parce que en plus, après, ça peut être. Ils savent pas forcément que tu as fait X courses à droite à gauche, voilà, donc ils ont un peu peut-être ça qu'ils peuvent penser aussi à un souci si quelqu'un est pas vaché aux cordes, mais après, de l'autre côté, c'est que le standard, c'est de s'accrocher à la corde, en fait, tu vois, ils appellent ça des zipliners, en fait, c'est pas forcément, c'est qu'il faut qu'on change le nom, en fait, c'est que c'est une autre catégorie de grimpeurs, en fait, c'est comme la via ferrata, voilà, et l'escalade, en fait, c'était un peu le même débat, maintenant tout le monde est. Et en fait, ça cohabite. En fait, et là encore une fois, de manière purement factuelle, l'ascensionniste moyen de l'Everest ou d'un 8000 aujourd'hui, il n'a pas de piolet, il ne prend aucune décision quant à son itinéraire, il ne prend pas de décision par rapport à son heure de levée, son heure de départ, il n'a aucune autonomie, ni technique, ni intellectuelle. Il est pris dans une machine qui va le faire progresser. Donc, cette manière de fonctionner-là, c'est un business. Donc, la seule chose qu'on peut se dire, c'est que ce qui est très positif dans tout ça, c'est que les Népalais ont pris le contrôle et sont sur le point de le prendre totalement. Alors ils le font aussi au Pakistan d'une manière un peu hardcore, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, toujours est-il que c'est eux qui désormais ont la suite de l'histoire entre les mains. Il reste quelques guides occidentaux, surtout des Américains, parce que les clients américains aiment bien avoir leur guide américain, mais ce sont un petit peu les derniers. Arnold Costner me disait, je suis le dernier, on est les survivants, on sera bientôt plus là. Donc, ce qui va se passer dans les décennies qui arrivent appartient et entre les mains des Népalais, des acteurs, de ces montagnards-là qui ont créé ces agences. Parmi eux, j'en ai rencontré quelques-uns qui ont une vision différente, qui essayent de l'intérieur de faire bouger les lignes. Il se trouve que ce sont des gens qui ont pu bénéficier d'une formation beaucoup plus poussée que les autres Sherpas ou les autres patrons d'agence. Est-ce qu'ils arriveront à faire bouger les choses? Je ne sais pas. Est-ce que les autorités népalaises décideront de limiter le nombre de permis comme le font de manière très arbitraire les autorités chinoises? On ne le sait pas. Est-ce que demain, à force d'accumulation d'images comme celle qu'il y a eu il y a 15 jours et qui marque quand même les esprits, y compris en Occident et en Asie, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, les clients de ce tourisme himalayen sont pas du tout tous européens ou américains. Cette année à l'Everest, première nationalité à égalité chinois et américains. Et ensuite, derrière, anglais et japonais. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Et dans les opinions publiques, l'accumulation des images de files indiennes, ces images assez terribles d'il y a 10 jours, il y a 15 jours, là, lors d'un summit push à l'Everest, de cet énorme tas de gens sur le réseau Hillary qui s'effondre, il y en a 6 qui tombent, dont 2 qui disparaissent. Ces images-là, elles circulent beaucoup. Il y a ces images qui obsèdent. Alors, c'est une obsession pour cette histoire de déchets sur l'Everest et sur ces voies normales, qui est un tout petit phénomène à l'échelle écologique et à l'échelle des problèmes environnementaux du Pakistan et du Népal, mais qui sont symboliquement très forts. Donc, entre l'émergence peut-être d'une génération de Népalais qui auront peut-être envie d'autre chose et qui auront peut-être envie d'aller jouer et d'aller emmener leurs clients et de faire développer les vallées de manière un petit peu plus équitable que ces quelques axes ultra fréquentés que sont le Khumbu et qui en plus sont en crise profonde parce que tout le monde rentre en hélico, donc les lodges font 2 fois moins de nuitées qu'avant. Donc il y a vraiment toute une économie à inventer. Ça ne peut être désormais que le fait des Népalais. En revanche, comme il y a petit à petit une dégradation de l'image à cause des poubelles et des files d'attente, peut-être qu'il y aura aussi une évolution de la demande, parce qu'après tout, ne nous voilons pas la face. Les Népalais, ils servent ce que les Occidentaux et leurs clients des pays riches, du Japon aux pays du Golfe arabique, en passant par l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, leur demandent.
Ils font que répondre à une demande. Et cette demande, elle est de toujours plus de confort, toujours plus de rapidité. C'est d'enchaîner de 8000 en 3 semaines. Ça, c'est des produits qui se vendent aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, il y a un double mouvement. Les Népalais ont repris le contrôle. Est-ce qu'ils sauront évoluer vers autre chose? Est-ce qu'ils auront envie d'autre chose? Et puis, à nous, quel regard on porte aujourd'hui sur ces montagnes? Et qu'est-ce qu'on va y chercher? Qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce que ça a encore du sens d'aller s'offrir pour 30, 40, 50, 60 000 euros ce Summit Day où on est finalement dans quelque chose qui ne ressemble plus vraiment à ce que pouvait être l'alpinisme dans nos esprits. Voilà, la question est posée. La réponse appartient aux générations nouvelles et j'ai été très très touché. On a présenté le livre à sa sortie à l'ENSA. Il y avait un jeune guide qui était là, qui nous a écouté, qui a écouté Claude Jacou, Bernard Muller, tous ces guides qui ont inventé, qui ont posé les bases de cette exploitation, de cet himalayisme commercial, et qui disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh ben ouais, il va falloir inventer autre chose parce qu'on peut pas continuer comme ça, à continuer à avoir ces masses de clients augmenter sur les 8000. Et les morts s'accumulaient aussi, parce que plus il y a de monde et plus il y a de morts, évidemment, vu que c'est quand même hyper dangereux au niveau physiologique et au niveau des risques objectifs. Donc voilà, le tableau est plutôt sombre et voilà. Mais il y a des germes d'espoir et j'espère que dans 10, 15, 20 ans, peut-être les choses auront évolué. Peut-être qu'elles se sont empirées, je ne sais pas. Et si on dit qu'aujourd'hui l'Everest c'est plus une montagne d'alpinisme ou d'alpinistes, c'est un peu une tarte à la crème, mais la réalité c'est, est-ce que tu sais, toi François, depuis quand il n'y a pas eu une voie ouverte sur l'Everest ou une autre voie gravie que l'une des deux voies normales? Franchement, ça fait un moment. Il y a cet Allemand incroyable qui essaye de faire ça en hiver tout seul. La face sud-ouest? Le sud-ouest, mais il y a le Hornbein, je sais pas depuis quand il n'a pas été fait, franchement j'ai pas d'infos. Moi j'avais fait la recherche, mais il y a déjà un bon moment, je sais pas s'il y a eu quelque chose de nouveau. La dernière expédition que j'avais vue dans la face sud-ouest, c'était il me semble des Coréens en 2008. Mais il me semblait que depuis, Christian, je sais pas si tu as vu autre chose, mais que toutes les ascensions se font sur les deux voies normales équipées de cordes fixes, il me semble. Hein. Mais je crois que alors Kilian il avait fait à l'automne, il n'y avait pas d'équipement du tout, il y a quoi maintenant 3-4 ans de mémoire. Il était parti dans la face sud-ouest, après ils avaient rejoint Kilian, ouais, avec Guttler, et ils avaient rejoint vers 8005 la voie normale en fait, donc c'était une espèce de S avec 1 mètre de neige, enfin tu vois un truc. Mais il faut quand même pas oublier que ça reste sans ox et par des voies nouvelles, ça reste monstrueusement difficile. Védrine s'est fait rosser au K2 pendant qu'il y avait des files de mecs qui le passaient à ses côtés. Il s'est fait rerouster à nouveau dans le versant Rupal du Nanga Parbat au moment où François parvenait au sommet ou à quelques jours près. Donc ça reste de toute façon des montagnes extrêmement compliquées. Donc il y a deux sphères qui se croisent plus. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il est encore possible de faire du grand himalayisme, ceux qui en sont capables sur les 8000. On a toute une bande d'énervés là qui viennent de partir au K2, on va voir ce qu'ils font. Si ils font le K2 sans ox, qui décollent avec leur parapente du sommet, ça peut être très chouette. S'ils sont montés par la voie normale, où il y a déjà eu 250 personnes passées avant eux, ça sera déjà un petit peu moins excitant. Maintenant, peut-être qu'ils ont l'intention, en tout cas ils l'ont dit, certains, de passer peut-être par d'ouvrir, ou bon, ça reste extrêmement difficile, et il y a une chance infime qu'ils y arrivent, parce que ça reste très difficile. Blutch a annoncé qu'il allait tenter le Profil Bégin, et qu'il veut essayer d'y aller en style alpin. Bon, c'est un projet, je ne sais pas si c'est bien de communiquer avant. Moi, si, il l'a dit, ouais, ça a été écrit. Mais non, oui, ça reste très compliqué d'imaginer effectivement. Je me rappelle d'Elisabeth Revol qui était dans la plus grosse, quand on a eu la révélation de ces grosses files d'attente, ces 2 jours de mai 2019 où il y a eu un jour 258 personnes au sommet et le lendemain 354. Au milieu, il y avait Elisabeth Revol qui était là de manière totalement sans aucune ambition sportive, mais qui voulait quand même faire la voie normale sans ox.
Elle a fini embourbée au milieu de tout le monde et elle a fini par prendre de l'ox pour pouvoir redescendre. Voilà, c'est quand même très compliqué. Étant donné que les créneaux sont très courts, en tout cas sur les voies normales, il me paraît à peu près exclu d'imaginer qu'on puisse encore parler d'images de haut niveau. Il y a Vadim Druel, ce jeune assez incroyable qui est en train de faire tous les 8000 par les voies normales sans ox, en portant lui-même son sac et ses tentes et sa bouffe et sans toucher au corps de fixe, c'est ce qu'il annonce. Est-ce que ça, là aussi, est-ce que ça a encore un intérêt? Je sais pas. En tout cas, il est très fort et j'espère qu'il aura un jour qui saura ouvrir des nouveaux itinéraires et nous faire rêver comme ses aînés l'ont fait, quoi. Que je peux poser une question parce que tu parlais de Kylian. Moi, c'est vrai que dans les dernières tentatives que j'ai vues, c'est quand même peut-être là qu'il peut se passer quelque chose, non? Tu as des infos particulières? Non, pas plus. non, mais oui, il essaie. Va y retourner? Alors ça, je sais pas ça, mais parce que ça fait déjà 3e fois qu'il essaye. Hein. Donc c'est ça. Donc comme tu disais, Kylian Jornet, c'est quand même lui qui a tenté de faire une ascension en style alpin. Il voulait enchaîner un peu de l'Orbaï, un peu de l'arête sud-ouest, aller au sommet et après traverser au Lhotse en fait. C'est ce qu'avait essayé Ulichtek et... Ça fait dit qu'il allait essayer. Oui. Sur Kylian, j'ai découvert après en rentrant de son épopée, donc il a pris une coulée lors de sa tentative qu'il a sérieusement refroidi et donc il a décidé de quitter les lieux et il a livré un texte qui s'appelle Still Matters, qui a une référence à d'autres textes historiques et sur lesquels je me suis beaucoup appuyé dans la dernière partie de mon enquête. Et je crois qu'il y a quand même une prise de conscience, y compris de la part de Kylian, qui a beaucoup joué avec les voies normales, avec le chrono, avec une certaine conception de l'himalayisme. Là, ce texte, je crois que tous ceux qui se posent la question de vers quoi on peut aller, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de poser le débat et d'expliquer, d'échanger, ce texte de Kylian me semble assez important. Certains l'ont dénigré parce que effectivement il a un peu tourné sa veste. Kylian il est devenu très écolo et il dénigre ce qui a fait son succès et son histoire. Ce texte est vraiment intéressant et il appelle vraiment la communauté montagnarde et à se saisir, à ouvrir le débat, à réfléchir et essayer de sauver un peu ce monde qui nous a tant fait rêver depuis un siècle, parce que si on laisse les choses filer comme ça, si on vient pas aider et dialoguer avec les Népalais de bonne volonté, ceux qui ont envie de changer les choses, effectivement on va vers des choses qui vont vraiment être tristes à voir dans les années qui viennent, je le redoute très fortement. Est-ce que je peux faire un tout petit contrepoint un peu moins pessimiste? S'il te plaît, je suis toujours très pessimiste. J'ai pas mal vu, un peu suivi Benjamin Védrine récemment, parce qu'on a un projet, j'espère qu'on pourra vous le présenter dans les livres rouges, un de ces 4. Benjamin Védrine a fait des ascensions, je trouve, dans une palette de styles, notamment une série de premières en ski de pentraide dans les écrins dans les 2 semaines avant de partir au K2. Voilà, il part au K2 sur la voie normale avec des cordes fixes. Il va prendre des cordes fixes sans oxygène. Il dit très précisément ce qu'il va faire et il dit ça m'intéresse de faire un record de vitesse sur le K2. Il fait un record de vitesse, donc 7 heures, je sais plus combien, 30 et 8 minutes pour descendre au Broad Peak, donc un 8000 en moins de 8 heures. Il dit pas que c'est du style alpin, même s'il était tout seul, il dit pas que c'est un solo, il dit qu'il fait un record de vitesse et que c'est quand même assez bluffant. Enfin, je trouve que il en fait une aventure personnelle, il le raconte de façon qui, moi, m'intéresse. Je pense qu'on peut peut-être aussi réfléchir en se disant qu'on a magnifié le style alpin en disant c'est le grand alpinisme, le bel alpinisme dont on a envie de parler. Et moi, oui, bien sûr, ça me fait vibrer, mais peut-être aussi qu'à un moment il faut se demander le style alpin sur les 8000, qu'est-ce que ça représente en termes de risque? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter de parler, nous, journalistes, éditeurs, de ce type d'engagement, de ce type de prise de risque? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'y aller qui sont
intéressante sans être dans cette optique-là. Voilà, moi, personnellement, le remonte de pente sur l'Everest, ça ne m'intéresse plus autrement que pour demander à François de décrypter comment on est arrivé là. Voilà. Mais par contre, en termes, je ne me viendrais plus à l'idée de dire que c'est de l'alpinisme. C'est un phénomène, c'est un truc de société, c'est de l'ego, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est plus l'alpinisme dont j'ai envie de parler, qui me fait rêver. Voilà. Mais je pense qu'on peut peut-être essayer de réfléchir à ce qui se fait, et également en alpinisme sur des 6000, des 7000, des massifs lointains. Il y a plein de trucs magnifiques, il y a plein d'imagination chez les jeunes grimpeurs. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'on participe à ce qu'il y ait une résonance aussi pour ça, et que ça puisse avoir peut-être un tout petit peu le millième de l'écho que va avoir Inoxtag quand il fera son film sur l'ascension qui vient de finir de l'Everest. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. On ne sait pas s'il l'a fait ou pas. Ouais. On n'en sait rien. Ouais, vu les taux de réussite et vu son taux d'encadrement et son taux de préparation. Mais après, c'est un autre débat. Et bon, il va falloir qu'on conclue. Par contre, c'est passionnant. Bien sûr, toutes ces histoires sont passionnantes, et y compris la potentielle ascension d'un YouTuber qui a commencé en animant des jeux vidéo Fortnite, et qui s'est fait connaître de millions de jeunes de 12 à 20 ans, et qui aujourd'hui va transmettre un message qui est totalement inédit dans cet univers. Attendons de voir quel message il va transmettre. Justement, c'est vraiment ça la question. Celui qu'il avait déjà transmis au Mont Blanc. C'est-à-dire, c'est un message très traditionnel qui associe le goût de l'effort avec la notion d'apprentissage. Et tout le monde connaît Inoxtag. Ouais. En fait, si vous parlez de l'Everest aujourd'hui à quelqu'un de moins de 25 ans, il sait parfaitement de quoi il s'agit, et voilà, il y a une des stars de cette jeunesse, qui est un garçon tout à fait brillant et intéressant, qui s'est fait tout seul en venant des jeux vidéo et des cités de la banlieue parisienne, qui est d'origine maghrébine, et qui a décidé, c'est quelqu'un qui écrabouille totalement la télévision traditionnelle. C'est-à-dire qu'une vidéo d'Inoxtag sur YouTube, c'est 10, 15, 20 millions de vues. Il vient de faire l'Everest, il va le raconter. Attendons de voir comment il va le raconter. S'il le fait comme Nimsdai sur Netflix il y a 3 ans, c'est la cata, parce qu'on va encore pousser les feux de la dérive sur les 8000. S'il le fait autrement, ça sera intéressant. On verra. En tout cas, on partage ici quelque chose, c'est que quand on va voir ces images, il faudra les voir, puisque toute une génération va avoir pour référentiel sur l'Everest ces images d'Inoxtag dans quelques semaines. Pour ceux qui n'ont pas situé, donc il a fait, pour se préparer à l'Everest, il a fait le Mont Blanc avec un guide il est... Mathis, je ne sais pas s'il est reparti de Mathis. C'est une question qui... Ah, mais tu es là. une question. Bon. Donc, voilà. Non, on partagera. Bien, on partagera si ici. Si tu peux venir intervenir, c'est génial. Donc, il a fait le Mont Blanc avec Mathis Dumas ici présent. Il l'a raconté dans un film que j'ai trouvé 12 millions de vues, je crois. assez bien fichu. Il a de l'humour, il a de la présence, et le film fait 7 millions de vues. Voilà. Donc c'est ça qui la communication sur la montagne, l'alpinisme aujourd'hui, qui fait de la grosse diffusion, c'est Inoxtag. Voilà. Donc tu arrives de l'Everest. Exactement, j'arrive de l'Everest, on est rentré il y a pas longtemps, il y a 10 jours. Je pourrais pas vous dire si on a fait le sommet ou pas. Ouais, tout le monde se pose. Mais ouais, en tout cas, moi, la démarche que j'ai eue avec lui, c'était vraiment de l'éduquer de manière globale sur la montagne, l'alpinisme. Lui, il est vraiment en ligne de mire l'Everest parce que c'est ce qu'il avait annoncé. Et en fait, moi, ça me tenait à cœur de vraiment prendre ce youtubeur, parce qu'il a une telle influence sur la jeunesse et sur les jeunes que même moi je ne mesurais pas au début du projet. Je me suis rendu compte. C'est extraordinaire. Et je me suis dit qu'en fait, s'il partait pas entre de bonnes mains, ça pouvait vraiment partir en vrille, et ça aurait donné vraiment une mauvaise image à la montagne. Donc en fait, moi je lui ai dit, si tu veux faire juste l'Everest et rien que l'Everest, il n'y a aucun problème, tu restes à Paris.
et je te mets en relation avec une agence népalaise, et dans 1 an, tu fais l'Everest. Si par contre ta démarche elle est plus globale, et que tu as envie de découvrir la montagne sous tous ses aspects, alors dans ce cas-là, on va faire de la montagne ensemble. Et d'abord, dans un premier temps, on va pas cramer la planète, parce que lui, on lui avait vendu de faire le Kilimandjaro, la Concagua, de faire plein de sommets aux 4 coins de la planète. Je lui ai dit, écoute, déjà, on va faire dans les Alpes, une première phase dans les Alpes, où du coup, on fera les sommets un peu emblématiques et des courses techniques. Donc, du coup, on a fait le Mont Blanc, le Cervin, où il a fait une vidéo pour assurer un peu ses partenaires. Et derrière, une deuxième phase où on sera obligé d'aller au Népal si on veut aller plus haut. Et moi, au début, je ne m'étais pas du tout engagé sur la partie Everest, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, on est sur une deuxième phase où on est allé au Népal, on a fait le Lobuche et la Madablam. Et puis derrière, on est quand même allé à l'Everest. Moi, mon but, c'était en fait de le dévier de l'Everest, de lui dire, bah écoute, je pense que l'Everest, en fait, pour toi, et pour même toute la génération qui te suit, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, tu l'as annoncé, mais que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu vas te faire tuer. En fait, si tu réussis, les gens ils vont dire c'est parce que c'est grâce à l'oxygène, c'est grâce au Sherpa, c'est grâce aux cordes fixes. Par contre, si tu n'y arrives pas, c'est encore pire parce que non seulement ils vont dire que tu n'es pas arrivé avec tout ça, et en plus tu as les côtés pollution. Donc je veux dire, en fait, dans tous les cas, tu es foutu parce que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, ça va te donner une mauvaise image. Et moi, mon but c'était vraiment d'essayer de le convaincre en allant à la Madablam, en lui disant tu vas voir à la Madablam, il y a plein d'hélicoptères, il y a de la pollution à foison, tu vas voir les clients, enfin les gens qui grimpent ces montagnes-là, c'est pas du tout les mêmes qu'il y a dans les Alpes, et ça va peut-être te dégoûter, sachant que lui, dans sa tête et dans son esprit, je pense que c'est le cas pour plein de jeunes, c'est que l'Everest, c'était le plus haut, le plus dur, le plus extrême. Et en fait, je lui ai fait rencontrer des gens comme Benjamin Védrine, des gens comme David Gottler, et lui-même s'est rendu compte que l'Everest n'était pas forcément le sommet qu'il imaginait en termes de difficulté. Et aussi, quand il s'est rendu compte qu'il y avait des clients, des princesses qataries qui arrivaient au sommet de l'Everest, il s'est peut-être rendu compte que finalement... Et toi, au-delà de ce qu'il va nous raconter, on attend vraiment, et ce sera... On partagera ici dans cette salle le fait, on gardera en tête qu'il y a 100 ans, Mallory, Erwin avait 22 ans, Inès a 22 ans, il ramène ces images-là. Un siècle après, le youtubeur star de toute une génération revient avec d'autres images. Voilà, il y a une ellipse assez étonnante. Il faudra, voilà, on partagera ça. On a tous vu ces images-là. Quand on verra le film d'Inox, je pense qu'on repensera à ça. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton avis de guide. Ouais. Et de pratiquant de haut niveau aussi. T'es pas que guide, t'es aussi un fort grimpeur. Qu'est-ce que t'as ressenti, toi, dans cette... Je sais que Charles Dubouloz m'a dit, je le cite dans le bouquin, j'avais perdu mon libre arbitre, en fait. Il avait le sentiment d'être dans une machine. Est-ce que toi, tu as ressenti ça à l'Everest? Comment est-ce que tu l'as vécu? Dis-nous, on oublie Inox et parle de toi. Mais, du coup, juste pour finir sur Inox, sur la partie documentaire, là on travaille pour faire quelque chose qui va vraiment être... T'es associé au film? Moi du coup j'ai un regard sur la partie montagne, être sûr que ce qu'il dit, les explications soient compréhensibles du grand public. Après pour moi j'ai pas encore vu la première partie du documentaire, mais voilà, en tout cas l'idée lui c'est vraiment... lui il faut vraiment comprendre sa démarche, et il a bien compris en allant à l'Everest, c'est que c'est pas un exploit. L'Everest c'est pas un exploit, et en fait c'est les médias qui en font un exploit, mais lui-même l'a compris qu'en grimpant l'Everest c'est pas un exploit. Il l'a présenté comme ça au départ, en tout cas. Ouais, bien sûr. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, dans ma démarche où je voulais le dévier de l'Everest, que quand tu sortais le mot Everest du projet, on n'avait plus aucun financement. Plus personne ne voulait financer le projet. Parce qu'en fait, c'est dit, n'importe quelle autre montagne, on s'en fout. Le mot, c'est Everest, et c'est ça qui vendait. Même un autre 8000, ça vendait pas. Et du coup, c'est là où on s'est un peu retrouvé bloqué, quoi. Parce que sans financement, on pouvait pas faire grand-chose. Et moi, du coup, de mon point de vue... Honnêtement, moi je trouvais que c'était une super aventure, une super bonne expérience. En fait, j'y suis allé avec tellement d'a priori. Non mais c'est vrai, avec tout ce qu'on voit dans les médias, avec tout ce qu'on entend, je me suis dit, ça va être en fait, je vais aller dans une déchetterie où il y a des gens qui grimpent dessus, quoi. Mais au final, le camp de base, il était nickel. Les camps en altitude, on voit qu'il y a des déchets, mais globalement, c'est pas des déchets gratuits. C'est des déchets, c'est des vieilles tentes qui ont été explosées. En fait, quand on voit l'environnement, le milieu comme c'est extrême, on comprend que chaque année, il y a des mecs qui laissent des tentes en pensant pouvoir monter plus tard, mais ils n'y arrivent pas, et du coup, les tentes se font happer par le vent ou par les avalanches. Et ça, depuis 30 ans.
Et du coup, on comprend que... Et puis c'est pris dans la glace, donc c'est hyper compliqué à nettoyer. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas paru complètement aberrant. Et après, c'est sûr que c'est comme chez... En fait, c'est le Mont Blanc x10, quoi. On facilite l'accès à des gens sur cette montagne-là. J'ai envie de dire presque tant mieux que tout le monde aille à cet endroit-là. Au moins, ça laisse l'Himalaya libre. Et même, comme tu dis, l'arête ouest. Là, en ce moment, tout le monde veut faire le Hornbein à ski. C'est vrai, c'est le gros défi du moment. Tout le monde essaye d'y aller. C'est compliqué avec les autorités chinoises. Mais dès que tu sors de 50 mètres de la voie, c'est hyper sauvage. Et voilà, nous, on est un peu mal placés, je trouve, pour faire des jugements ou pour dire quoi que ce soit, parce que c'est un peu à l'image de tous les gens qui vont faire le Mont Blanc en prenant le téléphérique de l'Aiguille du Midi ou en prenant le train du Nid d'Aigle. On est un peu sur le même schéma là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'on facilite l'accès à la montagne. On sait qu'ici, c'est comme ça à Chamonix. Là-bas, c'est comme ça pour l'Everest. Et si tu veux aller faire quelque chose qui est un peu plus sauvage ou de manière un peu plus éthique, tu as d'autres lieux où tu peux aller, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et ça m'a pas paru terrible. Le monde, effectivement, c'est... Dans des bonnes conditions, ça se passe très bien. Là, cette année, c'était assez étalé au final sur pas mal de journées d'ascension. Ouais, une dizaine de sommité. Voilà, une dizaine de journées. Et en fait, il faut s'imaginer qu'il y a comme une arête des cosmiques à 8007, donc c'est vraiment extrême. Et les gens se croisent. En fait, si on avait l'arête des cosmiques au sommet du Mont Blanc, on aurait les mêmes images, on aurait exactement les mêmes images. Donc voilà, c'est pas gênant parce que sur 4 jours d'ascension, c'est 5 minutes, 10 minutes où tu croises des gens. Moi, ça m'a pas paru extrême. Et en fait, c'est à l'image de la planète d'aujourd'hui, quoi. Enfin, pour moi, le camp de base, c'est vraiment la planète à échelle macro. Et l'Everest, il est blindé, au même titre que Chamonix, c'est blindé l'été, l'hiver, tout le temps. Annecy, c'est blindé. Enfin, tout est la planète est blindée de toute façon. Donc nous, voilà, l'Everest est entré dans le champ touristique standard, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, en tout cas, cette voie normale et pendant ces 15 jours-là. Parce que le reste du temps, si on réfléchit à l'échelle de la planète, il y a 300... À cette année, je crois qu'il y a 350 grimpeurs qui ont fait. Un peu plus, on est à 600 je crois en tout. Ouais, enfin 350 occidentaux. Oui, occidentaux. Et du coup 300 Sherpas, donc ça fait 600 personnes. Si on réfléchit à 300 clients, à l'échelle de la planète, qui viennent des pays du monde entier, sur une année, on parle de 300 personnes. C'est quasiment rien. Enfin, c'est sûr que ça fait beaucoup de monde parce que tout le monde y va en même temps, mais on parle de 300 personnes. C'est un endroit hyper symbolique, hyper surexposé, et quand on pense aux dizaines de millions, il va peut-être passer la barre des 20 millions inox avec ça. C'est pas les 300 personnes, ces 300 personnes qui ont un poids énorme dans la société, dans toutes les sociétés dans le monde entier en plus. Et puis il n'y a pas que à l'Everest, n'oublie pas qu'il y a les autres 8 millions. Lui, il veut vraiment pas promouvoir l'Everest, c'est pas du tout le but, même s'il va le faire de manière indirectement. Oui, voilà, c'est ça. Lui, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est la démarche globale qu'il a, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il vient des jeux vidéo et il veut montrer à toute la jeunesse que se fixer des projets où en plus tout le monde lui dit oui, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, tu vas mourir, machin, et que derrière il arrive à mettre tout en place pour faire son projet. C'est ça en fait son message, c'est pas d'influencer les gens à aller faire l'Everest. Mais bon, tout ça il va l'expliquer dans le documentaire après. Pardon ? Il a envie de continuer l'alpinisme ? Carrément, ouais, il a découvert du coup plein de montagnes, plein de choses qu'il a envie de faire. Là il me disait qu'il voulait faire l'aiguille verte. Il rêverait de faire l'aiguille verte, il aimerait bien essayer un 8000 sans oxygène. Donc ça, c'est des défis qu'il va se mettre pour plus tard. Mais, et puis moi, il m'a dit une phrase quand on était au camp 4 ou camp 3, je sais plus. Il me dit, en fait, l'Everest, c'est l'endroit le plus propre du Népal. Et en fait, moi, ça m'a fait comme une balle dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, il a raison. Enfin, mais c'est tellement... je crois que médiatisé. C'est ça. En fait, la question, je me rends bien compte. C'est comme en 1924. Hein. Les villages, ça pue et là-haut, c'est pur. Et en réalité, c'est un peu ça. Hein. Quand on voit Katmandou commencer, et même tous les autres villages. La question des déchets sur les 8000, elle obsède totalement les gens. Et moi,
sur les quelques interviews que j'ai pu faire depuis la sortie du livre, il y a vraiment une fixation là-dessus. Donc à chaque fois, effectivement, il faut replacer ça dans le contexte des problèmes écologiques qui sont ceux du Pakistan, du Népal, où les enjeux écologiques sont incommensurables avec un problème de pollution. Mais et puis surtout, il y a eu déjà pas mal de travail fait dans les vallées. Mais encore une fois, on est sur du symbole, on est sur de l'image et on est sur des choses qui touchent les esprits parce que c'est l'Everest, parce que c'est un siècle de fascination et que voilà. Mais tu as tout à fait raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, les histoires de pollution dans mon bouquin, c'est 1 page et demie. Hein. Les histoires de déchets, c'est 2 pages. Il y a 180 pages sur le reste. Je crois que c'est plus des questions de sens et voilà. C'est aussi une réflexion à avoir sur les. Tu vois, au-delà de. C'est pas le problème, c'est pas la pollution. On est d'accord. J'ai une question moi que je me posais à partir de cette question. C'est quand on est guide, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une file comme ça, là, dans cette file guidée par une corde fixe avec quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Est-ce qu'on est encore guide ? On est guide si jamais il n'y a plus de corde, quoi. Ouais, donc en fait, le client il paye la sécurité au cas où qu'il se passe quoi que ce soit. Et on sait que sur ces 8000, moi je le sais, c'est sûr qu'il va y avoir un strike. Hein. C'est quasiment obligé quand on voit des fils comme ça. Il y a une corde qui va péter un jour, ou il va y avoir un sérac qui va péter parce que vu que tout le monde bouge en même temps, au même moment, c'est quasiment sûr. Et peut-être que suite à ça va peut-être faire changer les choses. Mais ouais, les clients ils payent pour quand il y a un guide avec eux, c'est si jamais il y a un problème, on est là pour les gérer parce qu'en fait les Sherpas de base, même s'ils sont professionnalisés, de base ils sont là juste pour porter le matériel. Enfin, globalement, ils aident beaucoup à porter le matériel, ils ont très peu de pouvoir de décision et ils font plus que ça et c'est quand même il y en a qui font plus que ça, mais je veux dire il y a tellement si t'avais pas été là, ça aurait été mené par un Népalais, tu vois. Tu m'avais dit avant de partir d'ailleurs. Non mais clairement, mais il aurait pu y aller complètement sans moi. Mais il y a plein de guides Sherpa. Mais en fait le problème, moi j'ai très bien vu comment ça se passait. Les mecs, par exemple là, on avait des porteurs qui sont allés jusqu'au camp de base. Ça s'est très bien passé. Notre chef de Sherpa, il leur a dit l'année prochaine, vous deux, vous pourrez faire camp de base. Camp 2. C'est ça. Donc ils vont commencer à porter sur la montagne. C'est le mode de fonctionnement en apprentissage sur le tas. D'ici 5-6 ans, peut-être qu'ils pourront guider dans le sens où ils seront en one-one avec un client. Avec un client. Mais du coup, et tout ça pour dire qu'ils sont à la base juste porteurs. Pour la plupart, parce que la demande est tellement forte qu'en fait, ils ramènent des porteurs faire les guides. Et le problème, c'est que maintenant, c'est même des porteurs qui sont plus de l'ethnie Sherpa. Donc, ils n'ont plus les gènes pour vraiment monter en altitude sans avoir trop de problèmes. Donc, ils ont besoin de quasiment autant d'oxygène que les Occidentaux. Et les Occidentaux demandant de plus en plus de bouteilles d'oxygène, demandant de plus de Sherpa. Donc, c'est un peu un cycle. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plein de... Et ça dépend des agences avec lesquelles on peut passer. Il y a des super Sherpas qui sont très très forts, hyper qualifiés, avec une grosse expérience, mais il y en a aussi d'autres qui sont malheureusement beaucoup moins qualifiés, et c'est pour ça qu'il y a des accidents qui arrivent. C'est-à-dire que moi, déjà, mon rôle en tant que guide sur l'Everest, c'était de m'assurer que les bouteilles d'oxygène, elles soient respectées, elles soient au bon endroit, et qu'on calcule nos timings, qu'on soit pas en run-out d'oxygène. Mais t'étais uniquement en backup et en contrôle. Voilà, on contrôle, être sûr qu'on va pour le sommet le bon jour, que tout roule, que le matériel soit bien. Parce que eux-mêmes, ils ont même niveau du matériel, c'est pas. Eux-mêmes, leur longe, leur baudrier, des fois, c'est un peu limite, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est pas toujours hyper sécu. Donc voilà, moi j'étais là pour m'assurer que toute la team soit en sécurité et que le client soit dans de bonnes dispositions. Mais après, ouais, ce qu'on ressent, c'est on est dans une file de gens et on ressent rien du tout. Les gens, ils montent au même rythme. Après, faut juste se dire que c'est comme ça maintenant et ça a toujours été comme ça. Hier, je regardais le film du GMHM en 93. Ils étaient déjà avec de l'oxygène. Ils utilisaient les cordes fixes. Alors que si aujourd'hui le GMHM faisait ça, ce serait la tollée générale. Et c'était en 93. C'était il y a 30 ans. Mais je veux dire, ça a toujours été, même eux, les premiers, ils étaient déjà avec l'oxygène, mettre des cordes, machin. Donc le mode de fonctionnement, il est comme ça. Et maintenant, il y a de plus en plus de monde. Et je pense qu'il y a vraiment maintenant deux différences entre ceux qui prennent de l'oxygène un peu comme à l'ancienne, à partir de 8000 mètres, juste pour faire 8000, au-dessus de 8000. Ils prenaient une bouteille ou deux maximum pour faire le sommet.
Et à l'heure d'aujourd'hui où ça peut devenir dérisoire à prendre de l'oxygène en dessous de 8000, en dessous de 6000. Et c'est vraiment là où il faut qu'il y ait un peu une éthique qui se mette en place en disant il faut que les clients puissent au moins aller jusqu'à 7000 mètres sans prendre d'oxygène. Sinon ça... Enfin, c'est ce que je pense, mais après...